Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire de ce jour, Mobilité internationale, comment adapter votre approche, qui sera animé par Agnès Dréan-Lepage, Claire Pinatel et Sophie Cerisier. Merci beaucoup, Karine. Bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce séminaire Comment adapter votre approche de mobilité internationale en temps de crise. On va démarrer directement par l'agenda pour aujourd'hui de nos adaptations en réponse à la crise. On va vous parler un petit peu des questions de tracking et à la préparation à la digitalisation de vos processus de mobilité. On va très rapidement en profiter pour prendre le temps de se présenter. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, donc je suis Agnès Dréan-Lepage, je représente CIASI Saint-Honoré. Je suis Claire Pinatel, je suis CEO d'Expatéo. Je suis accompagnée de Sophie Cerisier qui va intervenir plus tard, qui est notre responsable marketing. Également, du coup, quelques mots sur Expatéo. Alors nous sommes un éditeur de logiciels en mode SaaS, comme on dit, spécialisé sur la mobilité internationale. Et notre objectif, c'est de proposer en fait des solutions qui vont permettre une gestion plus conforme et plus efficace des mobilités, tout en améliorant l'expérience des salariés, mais également l'expérience de l'ensemble des parties prenantes, donc notamment des équipes de mobilité internationale. C'est un point important pour nous. Notre équipe, c'est aussi une équipe internationale. On est des purs produits de la mobilité internationale et on a une double expertise par conséquent qui est bien sûr la partie tech avec des équipes de développeurs, mais aussi des spécialistes de la mobilité internationale qui nous permettent de concevoir des solutions adaptées. Donc, si on démarre par le sujet des adaptations nécessaires à la crise, finalement, la crise a engendré un ralentissement évident du nombre de départs en expatriation et de mobilité internationale. D'une partie à cause évidemment de la fermeture des frontières, du confinement, des situations sanitaires. Ce ralentissement, on a constaté que nos clients en ont profité de cette période pour relancer un certain nombre de projets d'optimisation et de modernisation de leur politique et de leurs procédures de mobilité internationale. Alors, au final, c'est seulement une accélération de tendances qui était déjà observée, notamment de passage de modèles d'expatriation long terme assez classiques vers de la localisation des salariés en mobilité internationale, de salariés en local plus. Et vous verrez qu'il y a deux nouvelles tendances qu'on a constatées. Alors, ces projets de refonte, ils sont orientés vers deux axes. Vers la recherche d'optimisation des éléments de package, ça paraît évident, avec une orientation, il faut le dire, d'optimisation de coûts, un questionnement autour de la durée de la mobilité internationale, un questionnement relatif au niveau des primes d'expatriation, voire, dans certains cas, et ça c'est la crise qui l'a engendré, une suspension du versement de certaines indemnités, notamment tout ce qui est indemnité du différentiel de coût de vie, le Cost of Living Allowance, le COLA, en conséquence de rapatriement dans les pays d'origine avec des suspensions du versement de ces primes qui est temporaire. Il y a d'autres priorités dans le cadre de cette crise, notamment toute la question de la gestion des retours. Et effectivement, on constate que les interlocuteurs en mobilité internationale sont très attentifs au contexte de retour de ces salariés mobiles dans un contexte qui n'est pas évident parce que, évidemment, c'est un contexte de pression sur les effectifs et sur les organisations. Donc, c'est un point d'attention. Alors, le deuxième point ici, c'est la remise à plat pour bon nombre d'entreprises qui passent par des cartographies plus précises sur les avantages octroyés aux salariés mobiles et notamment aux coûts engendrés. Donc, cette visibilité complète des packages, elle était déjà vraie avant la crise. Elle l'est d'autant plus tout simplement parce que parfois, les nouveaux départs en mobilité internationale sont désormais soumis à la validation, par exemple, d'un COMEX.
Donc, vous verrez que les processus de visualisation menés dans certaines organisations facilitent cette recherche de visibilité. Le troisième point, c'est la montée des short term. Alors, pourquoi on voit plus de mobilité courte? Il y a 4 raisons principales. Les durées sont plus courtes, notamment dans une recherche d'optimisation, et effectivement, on a moins de risques de créer ce qu'on peut appeler les expatriés professionnels qui partent sur des durées d'expatriation très longues, au-delà de 5 ans. Donc, il y a de plus en plus de raccourcissements sur les durées de mobilité. Le deuxième point, c'est que les opérationnels et le business va préférer envoyer ses salariés sur une durée plus courte pour une phase de test ou pour répondre de façon très pragmatique, par exemple, à une phase d'appel d'offres ou une phase d'installation dans un pays à l'international. Le troisième point, pourquoi on a plus de short term? Parce que les entreprises sont évidemment beaucoup plus hésitantes, et là on est dans le duty of care, elles sont hésitantes à envoyer des familles dans un contexte sanitaire qui est difficile, mais on a aussi des salariés et des familles qui sont évidemment de plus en plus hésitants à partir en famille. À titre d'exemple, c'est le cas en Amérique latine, j'ai eu le cas très récemment pour des expatriés au Brésil. Le conjoint et les enfants vont rester, alors c'était le cas présent en France, dans le pays d'origine, notamment pour des problématiques de scolarité qui est extrêmement décousue, avec finalement de l'école en distanciel, une fermeture des écoles françaises de Rio, ce qui fait qu'on a de plus en plus de salariés qui vont être en mobilité dite de célibataires géographiques, avec des familles qui restent dans le pays d'origine, ce qui fait qu'on va privilégier des mobilités courtes de façon à éviter une déstabilisation trop importante de la cellule familiale et puis des retours plus fréquents dans le pays d'origine. Et enfin, le dernier point que là, on peut vraiment appeler le Covid learning, le confinement a été pour nous tous synonyme de travail à distance. Quand ce domicile, quand ce travail à distance est dans un autre pays que le pays habituel de travail, ben, on a la multiplication des opportunités de ce qu'on a appelé le virtual assignment. On s'est rendu compte que le travail à distance et même dans un pays étranger, parfois avec des décalages horaires importants, ce travail à distance et ce virtual assignment étaient possibles. Donc, on se retrouve avec finalement un Français qui est resté travailler à son domicile en France pour le compte d'une filiale italienne. Et là, les questions à se poser, c'est comment on gère, où l'entreprise doit-elle cotiser en charge sociale, et puis même question pour les impôts, et on y reviendra. Alors, on peut passer sur la page suivante, Karine. Merci. Alors, on est actuellement dans un temps des retours d'expérience et notamment de toute la période cellule de crise qui était propre notamment à la période de confinement. Alors, si on fait le bilan, en dehors du tracking des salariés à l'international, de leur localisation géographique, le vrai sujet qui a été particulièrement sur le devant de la scène dans le cadre des cellules de crise, ça a été un sujet assez classique du qui fait quoi et plus largement de qui communique quoi. Alors là encore, ce sujet, il existait avant la crise, mais la répartition des rôles pendant la période de confinement a vraiment montré les limites du système. Donc en fait, c'était qui entre les directions, les responsables sécurité, les managers, les RH locaux, les cellules de mobilité internationale, qui est en charge de contacter, d'interagir avec les salariés mobiles. Le deuxième point, c'était où se trouvent les bonnes informations à remonter à la direction générale, qui se charge de les consolider. Donc, au final, cette période, ça a été l'opportunité de découvrir de nouveaux interlocuteurs pendant cette phase. Pour beaucoup de nos clients, c'est aussi l'occasion de restabiliser les RACI dans une situation de crise, mais
pas uniquement, c'est-à-dire pas pour la prochaine crise, on espère pas trop rapidement, mais dans un contexte normal de gestion de la mobilité internationale. Moi, j'ai eu, par exemple, chez un client chez qui la cellule de crise a demandé aux chargés de mobilité internationale de limiter ses contacts avec les salariés mobiles. Et là, on a eu un rôle de proximité avec les expatriés qui s'est un petit peu étiolé, et une image de la mobilité internationale qui a été altérée du fait d'une mauvaise définition des rôles et responsabilités pendant la période de crise. Alors, je laisse Claire compléter sur le deuxième point. Donc le deuxième point, effectivement, c'est pour revenir sur quelque chose qu'évoquait tout à l'heure Agnès. Effectivement, elle évoquait les nouvelles formes de mobilité et donc parmi celles-ci, les formes de mobilité plus courtes. Par extension, moi, je vais mettre ça sous le terme de ce qu'on appelle souvent les extended business trips. Donc, il va comprendre bien ces voyages d'affaires plus longs qui vont jusqu'au short terme, ces voyages d'affaires réguliers ou les commuters. Donc, vous le savez, ces types de mobilité jusque-là n'étaient pas gérés par la mobilité internationale, sauf quand il y avait un cas qui devenait fortement problématique et il fallait une intervention coup de poing. Mais donc, ces mobilités qui n'étaient du coup pas gérées ou gérées par la politique voyage ou en tout cas par des équipes du coup, qui ne sont pas sensibilisés aux risques fiscaux et sociaux. C'est effectivement, on a constaté parmi nos clients et nos prospects une implication plus forte de la mobilité internationale pour la gestion de ce type de mobilité. Notamment et bien évidemment pour des raisons de conformité et qui se traduisent soit effectivement par le fait d'inclure ces types de mobilité dans la politique MI, comme pouvait l'évoquer tout à l'heure Agnès, mais également par une réorganisation et avec un rapprochement des équipes mobilité internationale et des équipes, si elles existent, en tout cas dans les cas où ça existe, les équipes qui gèrent les missions, gèrent les missionnaires. Donc ça, c'est vraiment un point qui est ressorti très fort ces derniers mois. Alors, du coup, on constate, c'est une de nos vraies convictions avec Expateo, la transformation du rôle et du positionnement de la fonction de mobilité internationale vers celui de Mobility Business Partner. Il y a déjà un certain nombre de rapprochements avec la fonction CNB sur toute la transition entre des packages dits classiques, notamment de construction de packages traditionnels de courbes en U vers des localisations de packages ou des packages local plus. La deuxième transformation, c'est finalement le positionnement de l'expert de la mobilité internationale, alors comme un expert, comme un gardien du temple d'un certain nombre de contraintes réglementaires et de la compliance. Tout simplement la question du virtual assignment. Si j'autorise le virtual assignment dans mon entreprise, quelles en sont les conséquences? Assez fréquemment, la mobilité internationale est assez au fait des conséquences en termes de fiscalité, d'immigration, ou bien elle s'appuie auprès des bons partenaires, et en termes de protection sociale également. Ce qu'on observe de plus en plus chez nos clients, c'est que finalement, la mobilité internationale, elle intervient aussi beaucoup plus en amont des projets internationaux, au moment des chiffrages, par exemple, des appels d'offres, où l'expert en mobilité internationale va être en mesure de déterminer éventuellement le statut juridique et de pouvoir dire dans quel contexte on va partir. Et ce positionnement en tant que business partner, on y croit d'autant plus qu'il est rendu possible par le fait que les tâches les plus récurrentes et les plus administratives sont de plus en plus automatisées par le biais d'un outil. La question du tracking comme moyen a été particulièrement prégnante au sein des équipes de mobilité internationale, notamment pendant la gestion de la crise sanitaire. Donc, quand on parle du tracking, de quoi parle-t-on? On parle de l'ensemble des méthodes qui sont utilisées pour être en mesure de connaître la localisation de son salarié et de ses informations.
Donc, quand on parle de localisation, il peut s'agir de localisation très précise, telles que des coordonnées géographiques, ou plus larges, telles que la ville, le pays ou la région dans lequel il se trouve. Donc, on parle de tracking, mais pourquoi faire et comment cela peut répondre aux questions et aux problématiques de la mobilité internationale? Avant tout, le fait de connaître la localisation et la situation de ses salariés permet de pouvoir agir sur les situations et gérer un nombre important d'impacts, que ce soit des impacts sociaux, fiscaux ou financiers. Par exemple, pendant cette crise sanitaire, on a vu de nombreux salariés rapatriés et cela a posé des problématiques au sein des équipes de mobilité internationale, notamment sur les sujets de fiscalité en fonction de leur statut, du nombre de jours passés dans leur pays d'accueil ou de rapatriement, savoir s'ils ont été plus ou moins 6 mois sur place. Comment comptabiliser ces jours-là? Un outil de tracking de l'information peut répondre à cette problématique. Agnès, je te laisse présenter ton témoignage. Ouais, pour le deuxième exemple sur le tracking, et c'est ce qu'on a rencontré chez certains clients, on a effectivement eu à gérer des rapatriements, mais on a aussi rencontré beaucoup de cas d'auto-rapatriement, c'est-à-dire des salariés qui décidaient eux-mêmes de rentrer dans leur pays d'origine avec des retours qui étaient organisés à titre personnel. Donc, ces auto-rapatriements n'étaient pas forcément maîtrisés par les employeurs et on découvrait après coup que le salarié expatrié et sa famille étaient rentrés dans leur pays d'origine. Donc, vous l'avez compris, le tracking apporte une réponse intéressante pour une gestion de la mobilité internationale, notamment sur 3 aspects que vous retrouvez là sur la slide, celui de la conformité, comme on vient de l'évoquer, c'est-à-dire pour un meilleur suivi et maîtriser les impacts réglementaires de la mobilité internationale des salariés et limiter les risques. Celui évident de la sécurité qui répond aux besoins employeurs de garantir la sécurité de ses salariés et voilà, qui s'inscrit dans une obligation légale, mais aussi, donc ça c'est ce que vous gérez au quotidien, d'amélioration du workflow et pour mieux gérer et anticiper. Et là, on revient sur les questions évoquées tout à l'heure du qui fait quoi. On a là positionné les différentes formes de tracking qui existent actuellement, donc du plus ou moins précis, comme celui pour les équipes d'étudier simplement l'itinéraire de voyage et d'avoir cette information comme ça, de la déclaration du RH ou du salarié, d'étudier les mouvements bancaires jusqu'à la géolocalisation via le téléphone ou une application dédiée. Il faut savoir que l'ensemble de ces formes de tracking, évidemment, traitent de la donnée personnelle. Ces données-là sont évidemment soumises au RGPD dans un cadre précis, avec une vigilance toute particulière et un point très strict sur la géolocalisation, qui, en tant que pratique très intrusive, est fortement réglementée. Pour rappel, les quatre principes du RGPD sont ceux-ci. C'est le premier est de poursuivre une finalité licite et précise. Le second, celui d'avoir une information et un consentement du salarié. Le troisième, c'est qu'il doit être désactivable pour le salarié. Et le dernier, c'est celui d'informer le salarié s'agissant de l'exercice de ses droits. Donc possibilité de rectification et de suppression. Donc, vous l'avez compris, que ce soit sur la question du tracking ou sur les autres sujets évoqués par Agnès et Claire, la digitalisation tend à répondre à de nombreux objectifs et je laisse Claire vous les présenter. Oui, donc effectivement, quand on parle de digitalisation, bon déjà, c'est bien un moyen d'atteindre vos objectifs. La digitalisation, c'est pas une fin en soi. Alors, quels sont ces objectifs? Je vais peut-être pas tous les parcourir. Vous les avez, vous en avez un certain nombre à l'écran. En tout cas, ce qui est important, c'est dans la phase exploratoire, avant d'implémenter l'outil, c'est bien de se poser pour identifier quels sont ses objectifs prioritaires en fonction de son organisation actuelle et de ses performances actuelles. Alors, moi, je vais insister sur 2-3 objectifs
le premier d'entre eux, parce que c'est généralement le plus récurrent et c'est comme ça qu'on rentre dans la digitalisation, c'est effectivement ce sujet qu'on a évoqué de centraliser l'information. Centraliser l'information, les échanges, les documents, avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, que ce soit l'équipe mobilité internationale, les référents RH, la paix, les différents prestataires, l'employé bien évidemment et sa famille. Et donc, centraliser cette information pour assurer ce meilleur tracking dont vient parler Sophie, et assurer du coup une fiabilisation de l'information qui est partagée. Parce que ça, c'est le premier pas de la conformité finalement. C'est déjà travailler sur des bonnes bases avec une information qui est fiable. Donc ça, c'est généralement l'objectif d'entrée et va avec ça souvent derrière un objectif de volonté d'uniformiser les process. Il y a également un deuxième objectif qui est assez récurrent qu'on a commencé à mentionner, c'est qu'on le sait, la fonction mobilité internationale, elle est multiple, mais il y a une dimension aussi très opérationnelle dans ce métier. On est amené à envoyer plusieurs fois le même message à tous les salariés pour leur partager les conditions de package. On est sollicité régulièrement sur des départs. Tout le monde sur des reportings divers et variés. Et donc, clairement, l'un des objectifs de la digitalisation, ça va être de se décharger de ces tâches récurrentes pour pouvoir se concentrer sur la dimension plus stratégique, la dimension plus experte du métier et également sur l'accompagnement humain. Agnès disait qu'il avait pu être délaissé chez certains clients dans cette période de crise. Je vais vous donner un cas concret, un exemple concret de comment on décharge du temps chez un de nos clients qui a implémenté la solution Expateo. Chaque année, vous savez, la fameuse revue des salaires. Chez ce client, chaque année, il y avait une personne qui était dédiée pour rassembler l'information et travailler sur des fichiers qui soient fiables pour pouvoir faire cette revue. Ce travail s'étalait pour cette personne sur 1 mois, le temps de consolider l'information. Cette année, ils l'ont eu en un clic parce que c'est immédiat. Donc, ça vous donne une mesure effectivement du temps qu'on peut gagner sur ces tâches qui ne sont pas forcément celles qu'on préfère faire pour aller sur des parties plus importantes. Et puis, le troisième objectif sur lequel on va insister, c'est effectivement, et là, je vais laisser la main à Agnès, c'est la digitalisation, ça va aussi permettre de faciliter la mise en œuvre de l'individualisation des paquets. Je vous montrerai tout à l'heure comment on le fait dans l'outil, mais Agnès va vous parler un peu de cette individualisation des packages. Donc, la partie individualisation des packages qui est souvent appelée Coreflex, ça revient à mettre en place, alors pour beaucoup d'entreprises, qu'on voit sur le slide suivant, page 9, il y a un arbre des décisions avec différents types de mobilité internationale, traditionnellement, qui sont gérés par durée de mobilité, durée attendue de mobilité internationale, on a du short terme, du long terme, etc., ou par destination avec des modalités de package qui peuvent être un petit peu différentes, des expatriations dans des zones par exemple difficiles et puis des contrats locaux pour les pays plus attractifs avec des primes de mobilité qui sont différentes par pays de destination. Ce que le Coreflex met en place, c'est finalement une base commune, le corps, qui est non négociable d'éléments de type plutôt réglementaire. Donc effectivement, il y a une base d'immigration, de fiscalité, de couverture médicale ou de rapatriement, par exemple, qui sont non négociables. Et puis, toute la partie supérieure et flex, elle pourra être plus adaptée aux besoins du business. Et donc là, avec quasiment des possibilités d'individualisation sur certains profils qui sont à envoyer en mobilité internationale et qui pourront être à la main des opérationnels avec évidemment la guidance très, très importante des équipes de mobilité internationale. De mobilité, durée attendue de mobilité internationale, on a du short terme, du long terme, etc., ou par destination avec des modalités de package qui peuvent être un petit peu différentes,
des expatriations dans des zones, par exemple, difficiles, et puis des contrats locaux pour les pays plus attractifs avec des primes de mobilité qui sont différentes par pays de destination. Ce que le Coreflex met en place, c'est finalement une base commune, le corps, qui est non négociable d'éléments de type plutôt réglementaire. Donc, effectivement, il y a une base d'immigration, de fiscalité, de couverture médicale ou de rapatriement, par exemple, qui sont non négociables. Et puis, toute la partie supérieure et flex, elle pourra être plus adaptée aux besoins du business. Et donc là, avec quasiment des possibilités d'individualisation sur certains profils qui sont à envoyer en mobilité internationale et qui pourront être à la main des opérationnels avec évidemment la guidance très, très importante des équipes de mobilité internationale. Comment bien se préparer pour la réussite d'un projet de digitalisation. Cela reprend évidemment des points qui ont déjà été abordés, à savoir le premier des points est celui de l'adaptation de votre politique de mobilité internationale, car il faut bien commencer par adapter votre mobilité internationale pour y inclure les différentes évolutions, comme par exemple vos nouvelles mobilités à venir, et bien définir votre périmètre. Le deuxième point, Agnès en a déjà parlé un peu plus longuement, est celui de bien définir votre qui fait quoi, c'est-à-dire bien identifier les interlocuteurs pour chaque étape du process. Le troisième point est un point essentiel qui est, et je reviens sur ce qu'a dit Claire tout à l'heure, celui de prioriser vos besoins, savoir à quels objectifs répondre la digitalisation et bien adapter votre projet en fonction de vos priorités. Et ensuite, si vous avez comme objectif d'améliorer l'expérience de vos salariés, par exemple, celui de bien recueillir le feedback de vos salariés. Et les deux derniers points qui sont évidents, sont ceux de bien définir une gouvernance du projet, c'est-à-dire que chacun puisse s'y retrouver dans le projet, dans ce qui sera implémenté. Et le dernier sera de bien se préparer à la conduite du changement parce que, évidemment, introduire un outil va demander aux équipes de pouvoir s'adapter du mieux possible. Donc voilà, en gros, les étapes essentielles pour aborder une digitalisation sereine. Et je vais laisser Claire maintenant vous présenter comment ça se passe concrètement. Je vais effectivement vous faire rapidement la démonstration de nos outils. Donc en commençant par notre interface IPAR, qui est donc l'interface pour les équipes RH et les vendors aussi qui se connectent sur cette même interface. Donc pour rappel, l'objectif premier ici, c'est ce que je mentionnais finalement tout à l'heure, c'est ça va être de rassembler l'ensemble des acteurs qui vont intervenir sur un dossier pour qu'ils partagent la même information pour ainsi la fiabiliser. Et le deuxième, et je vais vous montrer comment, ça va être aussi de gagner du temps en automatisant les tâches un petit peu récurrentes pour pouvoir effectivement se concentrer sur des aspects notamment plus stratégiques. Dans ce webinaire, on a voulu vous partager les apprentissages et les best practices rencontrés récemment chez nos clients, donc des clients qui utilisent Expateo, des clients qui utilisent Expateo et nos parties de conseil en mobilité internationale chez CSI Saint-Honoré. Et donc, quelles réponses ils ont apportées à la crise. Je ne sais pas si, Karine, on a peut-être une ou deux questions à prendre en conclusion. Pardon. Oui, alors j'ai une petite question. Comment l'outil garantit la sécurité des données ? La sécurité des données. Alors, peut-être trois éléments de réponse à cette question. La première, c'est de dire, par définition, déjà le fait, je l'ai pas mentionné tout à l'heure en objectif, mais le fait de digitaliser en fait vos process va permettre quand même une meilleure sécurisation des données, parce qu'aujourd'hui la réalité, quand on n'a pas d'outils, ça veut dire énormément d'informations qui transitent dans les emails, et c'est prendre pas mal de risques avec beaucoup d'informations qui transitent sur ces emails. Donc le fait effectivement de basculer et de centraliser toute l'information dans un outil en soi c'est déjà un objectif de sécuriser la donnée et aussi
conforme par rapport au règlement RGPD. Premier point. Deuxième point, après spécifiquement chez Expateo, comment on garantit la sécurité? Alors, je vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que je risque d'en perdre un certain nombre. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que c'est un élément de vigilance pour nous très fort. On a, pour preuve d'ailleurs, on est en process de certification ISO 27001 qui est la labellisation, la certification sur la cybersécurité. On subit un certain nombre de tests d'intrusion régulièrement par des cabinets indépendants, et aussi pour preuve, je pense quand même, de la fiabilité de tout ce qu'on a pu mettre en place pour sécuriser la donnée de nos clients, c'est que l'un de nos clients est dans le secteur défense, et donc pour pouvoir effectivement collaborer avec eux, on a dû répondre à un cahier des charges extrêmement poussé. Alors, j'ai une autre question. De votre expérience, combien de temps faut-il prévoir pour formaliser les process de MI, tant du point de vue des ateliers que du paramétrage dans Expateo? Alors, Agnès, est-ce que tu veux répondre sur la première partie, en partie sur le début de la question, et je complète? Alors en fait, on a eu plusieurs cas de figure, c'est-à-dire que de formalisation de process, on peut avoir des modules d'atelier, et c'est un petit peu l'objectif de notre offre, très court, sur des demi-journées où finalement la formalisation des process, elle peut entrer dans des templates très standards et être mise en œuvre assez rapidement. Et puis en fonction des environnements et de là où l'entreprise, de là où elle souhaite aller, on peut avoir des process qui peuvent durer plusieurs mois. C'est vrai qu'il peut y avoir un certain nombre de quick wins entre guillemets à mettre en œuvre, et puis d'autres sur des projets beaucoup plus long terme. Et là, Claire, je te laisse peut-être compléter dans le cadre de la mise en place de l'implémentation d'un outil. Vous pouvez avoir des durées de formalisation de process qui sont beaucoup plus longues. Oui, effectivement. Alors, c'est pour ça qu'on a insisté sur la partie se préparer à la digitalisation. Parce que finalement, la partie la plus longue, ça va être effectivement cette partie-là de réflexion sur sa politique, sur la remise à plat de ses process. Généralement, avec les clients, c'est mené en fait en parallèle de nos processus de contractualisation qui sont généralement assez longs de par justement les exigences de sécurité RGPD. Voilà, on a un certain nombre d'audits à passer, et généralement, voilà, c'est ce temps de remise à plat est fait sur cette période-là. Si on parle uniquement de la partie implémentation, nous, on s'engage à faire des implémentations en 6 à 8 semaines. Donc, ça dépend un peu du périmètre de la première phase, mais grosso modo, entre le moment où on signe le contrat et le moment où on livre la solution, il va se passer 6 à 8 semaines, et ça va comprendre effectivement un certain nombre de workshops pour au-delà de la partie définir les fichiers qui vont nous servir, le paramétrage avec mettre à plat le qui fait quoi, mais qui aura été fait en amont, qui aura été réfléchi en amont, mais là c'est la formalisation dans un fichier. On va faire un certain nombre de workshops, de prise en main pour de l'outil, en fait, plus sur des sujets de conduite du changement, et avec toute une série de tests. Et donc effectivement, cette période-là est généralement entre 6 à 8 semaines, sachant qu'on conseille généralement à nos clients de phaser leur implémentation. Je l'ai dit, la digitalisation, ça répond à un certain nombre d'objectifs. Il est important en amont de les prioriser, et généralement, par phase d'implémentation, on va faire correspondre un objectif. On va pas tout faire en même temps. L'idée, c'est d'abord travailler sur les bases, et à partir de là, pouvoir effectivement étendre l'utilisation de l'outil, que ça soit en termes de parties prenantes ou que ce soit en termes de périmètre fonctionnel. Eh ben, on vous remercie de votre participation. On se tient à votre disposition pour vous donner plus de détails et reparler de ces sujets avec vous. On fera suivre évidemment un support de la présentation.